bonjour. Eh bien, effectivement, j'ai été, comment dire, nourri toute cette journée. Hein, et c'est très agréable de parler en fin de journée parce qu'on a un peu tout en tête. Et effectivement aussi, l'exposé précédent, comment dire, va tout à fait dans le sens de ce que je vais essayer d'ajouter. Justement, en entrant peut-être dans les voies ouvertes par Madame Charrois, voilà. Effectivement, j'avais intitulé ma proposition d'intervention donc Amour et liberté. En y réfléchissant, ces deux notions sont tellement liées, n'est-ce pas, que en un sens, elles sont presque interchangeables. Ce que je vais essayer de montrer. Peut-être en partant du négatif. Hein, c'est d'abord. Hein, donc, le problème, comme ça vient d'être rappelé récemment, c'est que, juste avant moi, n'est-ce pas, c'est que ce qui fait obstacle aussi bien à l'amour qu'à la liberté, c'est le couple infernal de la peur et de la domination. Au passage, évidemment, ces questions, j'y pensais en vous écoutant, ces questions ne sont pas seulement éthiques et éducatives, elles sont aussi et peut-être d'abord politiques. Car toute cette perspective que nous avons entendue aujourd'hui d'éducation donc à la santé sexuelle, et donc tournée vers les enfants, tout cela a un sens, comme ça a été rappelé dès le matin, dans un contexte qui est fondamentalement un contexte politique de modernité, comme ça a été dit, de liberté, où il prend son sens. Et donc en contradiction complète avec une autre logique, si j'ose dire, qui serait celle de la peur et de la domination, et qui impliquerait donc au contraire le moralisme, comme cela a été dit, et l'obscurantisme. Voilà. Alors, pour clarifier un peu ça, et je crois qu'il faut distinguer deux problèmes. Le premier, que je pourrais, donc deux notions que je vais essayer de développer dans ma courte intervention, hein, vous faire réfléchir avec moi sur deux questions. La première, ce qu'on pourrait appeler la liberté d'aimer, hein, et la seconde, qui est liée, hein, qui est que c'est peut-être aussi par l'expérience, plus profondément, par l'expérience de l'amour qu'on devient libre. Voilà. Alors, et que peut-être, alors c'est ça tout le problème, c'est que si nous avons entendu un certain nombre d'interventions sur la manière de s'adresser aux enfants, hein, voilà, et de leur présenter des questions, comment dire, de les éclairer sur les questions sexuelles. Tout le problème, n'est-ce pas, on en parlait dans les couloirs toute la journée aussi, c'est comment aussi ne pas dissocier, hein, comment éclairer les enfants et les gens sans dissocier des questions objectives, médicales par exemple, hein, physiques, des questions subjectives plus profondes. Tout ce qui a été évoqué aujourd'hui concernant l'intimité. Alors la liberté d'aimer, l'idée est très simple, c'est que là encore, il suffit de partir du négatif. Hein, ce qui empêche, au fond, hein, l'amour, hein, de se développer, ce sont les contraintes abusives. Hein, les contraintes abusives qui... alors, j'ai une autre idée en même temps, c'est pour ça qu'il faut que j'aille doucement et que ce soit clair. Hein. Il y a deux sortes de contraintes. Hein. Il y a la force, mais il y a aussi la séduction. Alors, la contrainte, hein, a été évoquée aujourd'hui par ceux qui ont... c'est facile, n'est-ce pas, de rappeler la question des mariages forcés.
le mariage forcé, hein, qui justement apparaît comme par excellence ce que l'éthique moderne rejette, est néanmoins très présent dans le monde, hein, et même, comment dire, plus discrètement dans nos sociétés. Le mariage forcé, c'est-à-dire le fait que les gens soient amenés à avoir une vie sexuelle ou une vie de couple qui, au fond, ne correspondait pas à leurs attentes. Hein, c'est un malheur, hein, c'est un malheur qui est évoqué dans la Bible, hein, justement, hein, comme une malédiction, hein, voilà, mais qui doit être, hein, dont justement, il faut rappeler que les malédictions bibliques sont exposées dans les textes bibliques pour présenter ce que l'histoire humaine doit réparer. Donc ce qui est à réparer, hein, et c'est ça, vous avez eu raison de rappeler, que le sens profond des religions, c'est évidemment le chemin vers la liberté, hein, mais que ce chemin est semé d'embûches, hein, qui sont liées peut-être justement d'abord à la peur, hein, parce que s'il n'y avait pas de peur, hein, il n'y aurait peut-être pas de domination, au sens où la domination profite de la peur, mais aussi en procède. Hein, vous savez, en philosophie politique, on explique que le dominateur est d'abord quelqu'un qui craint, hein, et qui attaque préventivement, voilà, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Donc c'est la peur, hein, le problème au départ. Et les enfants à qui l'on s'adresse ont peur. Ils ont peur d'abord de l'inconnu, hein, d'où l'importance de les éclairer, hein, voilà, c'est certain, hein, pour développer chez eux la confiance. Hein, c'est pourquoi je disais que le problème est d'abord politique, parce qu'il faut que règne un climat politique de confiance collectivement, un minimum, hein, oui, hein, qu'on puisse, comme disait Hegel, et comme font beaucoup de gens, heureusement, marcher dans la rue. Hein, vous voyez, ce n'est pas partout le cas. Hein, marcher dans la rue en confiance. Oui, hein, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on ne peut pas marcher dans la rue sans risquer sa vie. Hein. Donc, c'est ça d'abord la politique, c'est de créer un climat de confiance dans lequel les enfants puissent grandir. Et je dirais que même les adultes, hein, cherchent à grandir. Et grandir, c'est-à-dire, hein, essayons de nommer les choses, hein, accéder, comme j'ai dit tout à l'heure, au statut de sujet, comme a dit Madame, hein, devenir des sujets libres, comment dire, en mesure d'affirmer leurs affinités, hein, comme l'un d'entre nous disait ce matin qu'il faut apprendre aux enfants à dire non, hein, il faut aussi leur apprendre à dire oui, c'est-à-dire à suivre leurs affinités, à se déclarer, hein, à s'affirmer pour advenir à eux-mêmes. Voilà, hein. Et donc pour cela, il faut évidemment qu'ils ne soient pas constamment contraints, hein, par la brutalité d'une société contraignante ou même d'une parenté contraignante. Voilà, hein, bon. Mais inversement, hein, c'est difficile, c'est dialectique, inversement, ce chemin, hein, dont on parlait tout à l'heure, hein, ce devenir, ne peut pas non plus se faire de lui-même. Hein, c'est la limite, comme Madame Charrois l'a montré, la limite de l'autonomie. L'autonomie, c'est un résultat. Et donc, il y a une responsabilité de la société, hein, de l'État aussi, hein, et de la famille, hein, qui doivent en quelque sorte constamment, non seulement ne pas empêcher, mais en quelque sorte promouvoir la subjectivité des individus. D'où l'importance, comme le rappelait Bettelheim, hein, des contes d'enfants avec toutes les épreuves, mais qui mènent finalement à la liberté. Voilà. Alors, l'autre obstacle, je disais, c'est que c'était une chose que j'avais développée au mois de mai, c'est qu'il y a donc la liberté d'aimer suppose d'échapper, enfin de faire reculer les contraintes familiales, communautaires, sociales, politiques, voilà, d'adoucir, n'est-ce pas,
comment dire, les interdits, hein, voilà. Autrement dit, de lutter contre les inhibitions qu'entraîne fatalement tout ce qui fait peur. Hein, voilà, hein. Ça, c'est une dimension. Hein. Mais il y a l'autre dimension aussi, hein, que j'appelais la séduction, hein, qui peut avoir un sens collectif aussi, hein, mais qui a très clairement un sens individuel. C'est que il va falloir, comment dire, parler, à la fois lutter contre les contraintes, hein, qui empêchent la subjectivité de s'épanouir, de se développer, mais aussi lutter contre, comment dire, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle parfois, c'est un mot, il faut toujours penser à l'étymologie du mot délinquance, hein, ça c'est du latin, n'est-ce pas, c'est-à-dire hein, quand les choses dérivent et se perdent, hein, c'est-à-dire jusqu'à la pornographie, hein, qui hante les réseaux sociaux, mais quand finalement la séduction, et d'abord la séduction physique, peut conduire à l'impasse. Voilà, hein. Alors, c'est pour cela que, je crois, l'idée profonde, c'est la solidarité étroite qu'il y a entre toutes les dimensions de l'amour. Hein, Thierry Troussier avait rappelé ce matin simplement les 3 formes d'amour, mais comment dire, on en distingue parfois même 10. Enfin, hein, il y a cette dimension physique, et quand on parle aux enfants, voilà, d'éducation sexuelle, on va leur montrer, on va les éclairer sur beaucoup d'aspects physiques dont ils ont peur d'abord parce qu'ils ne les connaissent pas, hein, et ça vaut pour beaucoup d'adultes aussi, cette ignorance. Hein, on parlait de ces dames qui, sur toute la planète, qui n'avaient pas été prévenues de leurs règles, hein, voilà, hein, pour prendre des choses très simples. Hein, bon. Donc il faut en quelque sorte prévenir les enfants, mais sans, c'est ça la difficulté, sans banaliser. Hein, c'est ça qui est très difficile. Hein, sans médicaliser au sens péjoratif du mot qui existe, n'est-ce pas? Sans techniciser, sans réduire en quelque sorte les signes sexuelle, non seulement la fonction sexuelle, etc., sans la réduire à une simple fonction vitale, alors qu'elle est constituante de l'individualité et de l'humanité. Voilà, hein. D'où l'importance, effectivement, de la littérature, etc., pas seulement des contes, mais de toute la littérature. Et donc, il faut associer, n'est-ce pas, alors c'est une sorte de synthèse à faire, n'est-ce pas, entre la culture, tout simplement, hein, et la science, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que peut-être sommes-nous en mesure aujourd'hui d'expliquer aux enfants de manière beaucoup plus claire, explicite et rationnelle la sexualité, vous voyez, hein, mais à condition de ne pas dissocier cette explicitation de sa dimension affective et spirituelle. C'est ça la difficulté. Après tout, hein, parce que ce matin, quelqu'un montrait, enfin des jeunes femmes qui ont travaillé là-dessus, montraient que dans les livres scolaires, on ne représente pas encore assez, comment dire, la sexualité féminine, etc. C'est un vieux combat. Hein. Vous savez qu'il y avait des planches de l'encyclopédie de Diderot, hein, qui détaillaient soigneusement l'anatomie féminine. Donc il y a un effort moderne d'explicitation, mais qui ne doit pas aller contre la subjectivation, si je puis dire, hein, pour employer un mot philosophique un peu technique. Et c'est ça qui est difficile. Hein. Hein, il ne faut pas parler de ces choses-là de manière neutre. Autrement dit, il faut décrire, hein, oui, mais sans perdre de vue, hein, pour employer un mot violent, sans perdre de vue la dimension normative de la description ici. Parce que ce qui est normatif ici, c'est qu'on cherche à former des sujets. Hein, et non pas justement des machines ou des objets. Voilà. Hein, voilà. Et autrement dit, il ne suffit pas de substituer une sorte de connaissance objective, vous voyez, à une morale traditionnelle. Vous voyez, hein. Il faut des lumières, hein, mais des lumières qui accompagnent le souci du devenir sujet. Hein, et que ce soit en quelque sorte que quand on parle de sexualité aux enfants, ce soit en même temps une promesse, hein, qu'on leur fait
de pouvoir grandir. Et donc, de n'être ni inhibé, ni, comment dire, au contraire, livrés à leurs impulsions. Oui, hein, voilà. Qu'il s'agisse effectivement, en fait, comme ça a été souligné, aussi bien des garçons que des filles, hein, c'est toute la difficulté, puisqu'on parlait d'Aristote, de la juste mesure, hein, qui n'est pas un compromis, mais un sommet. Vous voyez, ni impulsivité, ni inhibition. Et ça, finalement, fondamentalement, c'est la signification et la valeur de la culture. Vous voyez, hein, ne pas être inhibé, mais ne pas non plus être livré aux impulsions immédiates. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est la liberté d'aimer. Hein, et si, alors, finalement, le résultat d'une telle éducation, qui, encore une fois, suppose en même temps un cadre politique, et ça va ensemble, hein, qu'il faut jamais décontextualiser, il n'y a pas de morale sans politique. Hein. Et puis il y a des individus, hein, disait Jean-Jacques Rousseau, qui arrivent à être des hommes moraux même dans un monde sauvage, mais ce sont des individus. Si l'on veut qu'une population devienne morale, il faut d'abord que le cadre politique soit lui-même un état de droit. Voilà. Et ensuite, on peut promouvoir la liberté individuelle. Et dans ce cadre. Hein, et c'est le rôle de la famille, de l'école, de la société, de promouvoir la liberté individuelle des enfants, des garçons et des filles, vous voyez, de manière effective, pour qu'ils parviennent, dans la mesure du possible, à cette fameuse autonomie. C'est-à-dire à cette capacité de libre choix responsable. Vous voyez, qu'ils sachent, par exemple, que la rencontre de l'autre se fait par essai et erreur, hein, et qu'ils savent qu'ils auront des aventures, qu'ils auront des affinités, comment dire, des flirts, comme on dit, hein, voilà, mais qu'ils ne doivent pas confondre, hein, comme disent les philosophes, la passion, au sens péjoratif, hein, sous une forme, comment dire, comme disait Alain, que je citais dans ma présentation, convulsive, sous une forme passionnelle, fétichiste, qui ne va pas confondre l'attrait d'une séduction avec une véritable découverte de l'autre, un véritable sentiment. Alors bien sûr, hein, il est important, quand il s'agit d'amour, contrairement à l'amitié, hein, c'est la difficulté de l'amour, hein, que l'amour passe par des affinités physiques. Oui, hein, ça commence par un attrait physique, hein, comme le montre Platon, mais ça ne s'arrête pas là. Hein, c'est à l'occasion d'une affinité qui est d'abord l'attrait physique pour quelqu'un, hein, qu'ensuite on va pouvoir, si, comment dire, il s'agit vraiment d'un intérêt et non pas d'une simple séduction, à l'occasion d'une séduction, j'avais pris l'exemple de Baudelaire, des cheveux, hein, à l'occasion d'une séduction, on va pouvoir découvrir que cet attrait qu'on avait pour le physique d'une personne était le signe de l'attrait qu'on avait pour elle. Hein, toujours avec la fameuse question de Pascal, hein, que devient l'intérêt qu'on a pour quelqu'un si on l'aime pour sa beauté et que sa beauté disparaît. Mais la beauté d'un être qu'on aime sur un plan moral ne disparaît pas avec ses changements physiques, parce que ce qu'on aimait dans son physique, c'était ce qui la signifiait. Et c'est ça aussi qu'il faut apprendre aux enfants, que ce qu'ils cherchent à travers leur sensualité et leur sensibilité, c'est la rencontre avec autrui. Qu'elle soit amicale, certes, mais aussi quand elle est amoureuse. Hein. Et c'est cette rencontre avec autrui qui était découverte de l'autre, hein, qui peut commencer par, bien souvent et qui commence toujours d'une certaine manière, de façon sensuelle. Hein. C'est cette rencontre avec l'autre qu'on peut véritablement appeler amour. Hein. Amour donc non pas seulement sensuel,
mais morale, vous voyez, et qui, en fait, a une signification spirituelle. Puisque mon temps est déjà presque écoulé, c'est une minute, voilà, c'est qu'en fait, car quelle est que la spiritualité soit laïque ou qu'elle soit religieuse, vous voyez, comment dire, son sens et sa finalité est toujours la même. Madame Charrois parlait de sainteté, voilà, c'est-à-dire le fait, par la relation à autrui, d'accéder à soi-même. Or, l'expérience amoureuse est une découverte d'autrui, mais cette découverte d'autrui est en même temps, justement, par le passage à autrui, une rencontre avec moi-même, puisque je me découvre dans la relation à l'autre. Puisque l'être humain, comme disait encore Jean-Jacques Rousseau, est un être insuffisant, ce qui n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'il n'existe que comme nœud de relation, expression de Saint-Exupéry, et que donc c'est par la relation à l'autre qu'il se constitue lui-même. Si on enlève, ça veut dire tout simplement, si vous enlevez toutes les relations que vous avez avec les autres, vous n'êtes plus rien. On n'existe que par la relation à l'autre. Voilà. Et cette relation à l'autre, évidemment, il faut la construire, il faut l'élaborer. Dans l'amour, elle est d'abord physique, ensuite morale, mais elle mène à une sorte de communion d'esprit, voilà, qui transcende la simple existence physique et même la simple communication morale, parce qu'elle est, en quelque sorte, à ce moment-là, la véritable rencontre humaine, qui crée en quelque sorte une unité entre les hommes, et d'abord dans le couple, qui transcende l'individualité, et qui, à ce moment-là, devient fondatrice. Et donc on pourrait terminer par là, si vous voulez. J'avais retenu le fameux verset biblique de la Genèse, qui dit « L'homme quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme, et ils seront une chair une ». Un verset qu'on pourrait développer pendant des heures, mais l'important, c'est que ce qui va finalement réussir dans l'amour, vous voyez, et peut-être ne faut-il pas perdre de vue ce point essentiel et conclusif quand on s'adresse à des enfants, ce qui va réussir finalement dans l'amour, c'est un renouvellement de l'amour, de l'expérience amoureuse dont l'enfant à qui l'on parle a lui-même procédé. Autrement dit, quitter son père et sa mère, c'est en quelque sorte rebondir. C'est partir. L'enfant naît de l'amour. Si ce n'est pas le cas, c'est à réparer. Voilà. Et comment dire, ce n'est pas qu'il va répéter le comportement de ses parents, ça ce serait catastrophique, voyez, mais qu'en quelque sorte, l'expérience amoureuse des gens qui l'ont engendré, et dont il est en quelque sorte le fruit, voilà, cette expérience est en quelque sorte, au-delà de toutes les traditions, une sorte de tremplin pour sa propre confiance en l'avenir et sa propre invention d'une nouvelle expérience de couple créatrice. Et ceci, pour terminer, vaudrait, au-delà même de l'amour entre les individus, vaut évidemment très largement de la concorde entre les peuples. Je vous remercie.